Bonjour les amis, nous sommes dans ce mythique café chantant à Liège, les Olivettes, où j'ai le plaisir de rencontrer un aussi mythique artiste. Francis Lalanne, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Toujours bien à Liège. Tu es bien reçu à Liège. Tu reviens avec plaisir. Bien sûr, c'est presque un pléonasme de dire je suis bien à Liège, pour Ah, moi. Voilà. ça nous fait très plaisir d'entendre ça, nous les Liégeois. Alors, Francis, je voudrais bien te poser quelques questions dans notre interview avec quelques moments clés dans ta vie. Oui. Alors, je voudrais bien commencer par quelque chose que j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai. Tu serais né dans les nuages. Oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que voilà, le travail a commencé dans les nuages et s'est terminé sur notre planète, hein, sur le sol. Oui, Tu es né dans un avion, je donc. suis arrivé sur la Terre, voilà, j'ai atterri. Tu as atterri. Tu as atterri. Alors, dis-nous, Francis, j'ai aussi envie, naturellement, quand on te connaît, naturellement, les cuissardes et le catogan, ce sont des objets fétiches pour toi. En fait, ça avait commencé euh, pour mon spectacle à Pantin, qui était un spectacle où j'étais un personnage parmi d'autres personnages du cirque. Et je me suis attaché finalement à ce costume parce que le public qui est venu s'y est attaché en fait. Une espèce de rencontre comme ça qui a fait que ces objets sont restés longtemps sur moi. Et puis maintenant, ça fait partie un petit peu de mes habitudes. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas de cuissarde, hein, j'ai toujours un catogan parce que j'ai les cheveux longs. Et de temps en temps, j'aime bien m'attacher les cheveux parce que ça me donne une sensation de, comme ça, je ressens mon crâne en fait. Tu te sens bien. Voilà. C'est important parfois quand les cheveux vous tirent sur le crâne, on sent sa tête, on sent qu'on a une tête. Et pour quelqu'un comme moi qui a la tête dans les nuages, c'est bien de temps en temps qu'un nœud dans les cheveux ramène ma tête sur la terre. Sur la terre, voilà. Francis, j'ai lu que tu as 5 enfants et tu as fait quelque chose de particulier pour les protéger. En fait, je pense que j'ai voulu les protéger de ma notoriété, donc je me suis toujours parce que la notoriété, c'est pas facile à vivre pour les enfants, de manière positive ou de manière négative. C'est compliqué d'être l'enfant d'une personne célèbre parce que vous avez toujours l'impression quand on vous parle qu'on parle à cette personne et pas à vous. Et je me suis toujours débrouillé pour que mes enfants grandissent dans des pays où on ne me connaissait pas. Et ce qui leur a permis de grandir comme des enfants. Comme tout le monde. Voilà. Et bon, c'est un sacrifice pour moi parce que je les ai pas vus autant que j'aurais pu les voir si ils avaient vécu toujours au même endroit que moi. Mais j'ai vu mes enfants, j'ai vu grandir mes enfants, j'ai partagé beaucoup de moments avec eux, comme un papa qui fait le tour du monde et qui revient à la maison. Mais je pense que pour eux, c'était important de pouvoir être des enfants comme les autres et pas des enfants qu'on va montrer du doigt. C'est ta façon, toi, de les protéger. Oui, pour des raisons positives ou négatives, quand on vous montre du doigt, on vous sort. C'est comme si on vous mettait à part dans le monde. Et ça, c'est être à part. Ça doit procéder d'un choix personnel, pas d'une fatalité, je pense. Moi, j'ai choisi d'être à part. Tout à fait. Moi, j'ai choisi qu'on me montre du doigt. C'est quelque chose que j'ai choisi pour des raisons qui sont les miennes. Et même qu'on me montre du doigt de manière négative, j'ai choisi de vivre ça. Et tu as tellement choisi d'être à part, Francis, que tu as décidé d'être un sans domicile fixe par choix. C'était un petit peu lié à ma vie aussi, hein, d'être ce troubadour qui va de ville en ville. À partir du moment où on est un arbre en voyage, comme ça, nos racines, ça devient nos branches. Elles sont plantées dans l'air, pas dans le sol, dans le vent. Et je pense que c'est la fatalité finalement de ne pas avoir de domicile fixe. Quand on est un vagabond, quand on est un bohémien, quand on est voilà, quand on fait partie des gens du voyage, c'est presque une conséquence naturelle et normale. Et en plus, on peut dire que tu es citoyen du monde quelque part. Ah, moi, je me sens citoyen du monde, hein. Pour moi, la France, c'est plus qu'un pays pour moi. C'est ma ville, la France, par exemple. Je connais chaque ville de France comme on connaît les quartiers de sa ville, tellement je les ai sillonnés pendant 45 ans.
Quand je me promène en France, de concert en concert ou en Belgique, j'ai l'impression en changeant de ville, de changer de quartier, en fait. Et comme tu dis, tu es un homme à part et un homme aussi engagé. Alors, j'ai envie de dire gilet jaune. Qu'est-ce que tu nous dis? J'ai écrit une chanson sur les gilets jaunes, pour les gilets jaunes. Non, aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai envie de remercier tous les rageux, hein, qui ont voulu, par exemple, s'opposer à ma présence ici aux Olivettes. Parce que comme c'est une période où mes prises de position m'ont mis d'une certaine manière au banc de la société médiatique et où je suis censuré, blacklisté sur certaines chaînes et sur certaines ondes, s'il n'y avait pas eu les rageux pour s'indigner de ma présence ici, ben, personne ne saurait que je suis ici aujourd'hui. Donc ils m'ont fait énormément de publicité en fait. Sans le vouloir. Bah, je pense que c'est Oui. pas du tout ce qu'ils voulaient, Voilà. mais grâce à eux, finalement, tout le monde a su que j'étais là et on est complet ce soir. Donc finalement, c'est parfois très utile les rageux qui veulent vous empêcher d'exister. Ils vous donnent encore plus d'existence. En fait, tu déranges énormément de gens parce que tu es contre la pensée unique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est rentré vraiment dans un monde aujourd'hui où si on n'est pas dans le consensuel, dans la pensée unique, on devient l'ennemi de la société. Ça, c'est vraiment, ces sociétés-là, ce sont des sociétés que l'on connaît. On a vu comment elles fonctionnent dans l'histoire. Ce sont des sociétés fascistes. Le fascisme, c'est ça. Hein, d'ailleurs, quand on parle d'extrême droite, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ce sont des sociétés, par exemple, qui refusent les assemblées, hein, qui refusent le principe démocratique, qui est celui de la controverse, voilà, il faut que penser comme tout le monde. Il faut que tout le monde pense comme tout le monde. Et si quelqu'un ne pense pas comme tout le monde, il devient un danger dans la société. Il faut l'exclure, il faut l'effacer, il faut l'enfermer, voilà. Et on devient, dans ces sociétés-là, on devient ce qu'on appelait, du temps de l'Union soviétique, un dissident. Et on s'expose à des persécutions multiples, comme celles que je peux subir en ce moment. Mais je pense que c'est pas pour autant que ça va empêcher la vérité de voir le jour. Je crois que le rôle des artistes qui résistent, en tout cas à ce genre de société, c'est de maintenir la vérité en vie. Et la voix de l'artiste est importante, justement, peut-être particulièrement en cette période où nous avons été enfermés. L'artiste, avec tout ce qu'il est, avec sa culture, etc., s'est donné une ouverture, une pensée différente, justement, comme tu dis, que de la pensée unique. Je pense que c'est le rôle de l'artiste de proposer à la conscience humaine une alternative à la pensée unique. Et c'est dommage que tant d'artistes l'aient oublié aujourd'hui. On est très très peu nombreux aujourd'hui à vouloir se faire l'écho d'une autre pensée que la pensée unique. Et la plus grande majorité des artistes aujourd'hui, hélas, voilà, se précipitent sous les jupes du pouvoir politique pour répercuter le message de la propagande et pour être eux-mêmes des acteurs de cette propagande. Ça, c'est déplorable. C'est pas le rôle de l'artiste. Ça, c'est sûr que c'est pas le rôle de l'artiste. Le rôle de l'artiste, c'est à la fois de divertir, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire de permettre aux gens d'oublier leurs soucis par la relation avec le monde du spectacle, en rêvant. Voilà, c'est ça, se divertir au sens pascalien du terme, c'est-à-dire voilà, l'artiste, voilà, il véhicule un univers qui est un univers d'illusions, de rêves, de drôleries parfois, d'humour, etc. Et tout d'un coup, cet univers permet de sortir, de s'extraire des vicissitudes du quotidien, d'oublier ses soucis, etc. Ça, c'est un des rôles de l'artiste. Mais ce n'est pas l'unique rôle de l'artiste. Ce n'est pas le seul. Et Émile Zola disait fort bien que le rôle d'un artiste dans la société, d'un intellectuel, une personne jouissant d'une notoriété dans la société, son rôle, c'était de mettre cette notoriété, ce talent, au service d'une noble cause. Et c'est ainsi, moi, que je conçois le double rôle de l'artiste, à la fois comme quelqu'un qui doit divertir et quelqu'un qui doit aussi permettre Penser, de réfléchir. de réfléchir. Parce que si on ne réfléchit pas, on ne peut plus se réfléchir. C'est-à-dire, c'est un mot double, hein, le mot réfléchir.
C'est un mot qui fonctionne comme ça, puisque c'est le mot de l'introspection. Et c'est un mot qui fonctionne comme ça, parce que c'est le mot de la projection. Hein. On se réfléchit, on reflète ce qu'on pense, son image, on se projette. Alors, ce double rôle de la réflexion, je pense que c'est aussi le double rôle de l'artiste. C'est de permettre à chacune et à chacun de pouvoir accomplir ce double voyage de l'analyse et de la projection de sa pensée. Tout à fait. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il faut un certain courage? Parce que, comme tu dis, on risque d'être blacklisté et de ne plus pouvoir exister en tant qu'artiste. Alors, ça c'est très important ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans notre société. C'était quelque chose qui existait dans d'autres sociétés que la nôtre avant. Hein. De l'autre côté du rideau de fer, c'était comme ça. Des gens comme Solzhenitsyn ou comme d'autres dissidents, quand ils ne répercutaient pas la pensée unique et qui ne se faisaient pas l'écho de la propagande du pouvoir en place, on les enfermait dans des asiles psychiatriques. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on y sera, à mon avis, dans pas longtemps, s'il n'y a pas une réaction collective. Pour l'instant, on t'efface de tout l'univers, j'allais dire, médiatique, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, les radios étant entre les mains des milliardaires qui financent les dirigeants de nos États-nations européens, etc. Le mot d'ordre, c'est bon, celui-ci ne dit pas, ne répète pas comme un perroquet ce qu'on lui demande de répéter, donc celui-ci ne doit plus faire partie de nos émissions, même pour parler de son art, même si, par exemple, comme c'est mon cas, il est présent dans la vie des gens depuis plus de 40 ans, depuis presque un demi-siècle, eh bien, du fait qu'il ne répercute pas la pensée globale, la pensée unique, la version officielle de la propagande de l'État et de ses dirigeants, il ne doit plus figurer dans nos programmes. On doit l'effacer de la disquette. Et c'est ce que tu fais en ce moment. Sauf qu'on ne peut pas m'effacer. Pourquoi on ne peut pas m'effacer? Parce que tu es résistant. D'une part parce que je suis résistant, mais d'autre part parce que je suis présent dans la vie et dans le cœur d'énormément de gens depuis presque un demi-siècle. Et que même si je meurs demain, on continuera à chanter mes chansons, à dire mes textes, à les apprendre à l'école. Donc c'est plus difficile pour moi, parce que c'est beaucoup plus simple quand on a accès au monde médiatique de faire circuler sa pensée et son message. Mais cette volonté de m'effacer, elle est vaine. C'est trop tard. Pour eux, c'est trop tard. Il y a chez l'artiste qui a traversé tous les hivers, hein, comme c'est mon cas, une sorte de capacité de résistance qui est celle, enfin, à l'absolutisme, qui est celle, je dirais, soit de l'hydre de Lerne, dont 3 têtes repoussent quand on lui en coupe une, soit celle du cafard, hein, de la cucaracha, du Beatles. Hein, quand on en écrase un, il y en a 10 qui naissent, hein, c'est ça. Non, et puis je pense qu'à un moment donné, le temps étant ce qu'il est, la présence dans l'esprit, dans le cœur de la conscience collective fait que c'est même pas moi qui parle aux générations futures. Ce sont mes textes, c'est mon œuvre en fait. Et même si vous voulez demain, si le pouvoir en place veut organiser des grands autodafés comme le pouvoir fasciste en Allemagne et en Italie, il y aura toujours des gars pour passer et se passer mes bouquins et mes disques sous le manteau. C'est trop tard pour eux. Ils se fatiguent pour rien. Ils me fatiguent aussi pour rien. Mais ils te fatiguent peut-être, Francis, mais tu es là. Et tu as rassemblé ici, aux Olivettes, ce mythique endroit de Liège qui est hyper complet. Mais c'est grâce à toi aussi. Non, c'est pas grâce. Enfin, non, enfin, il y a la réputation, bien sûr. C'est un endroit merveilleux ici. Mais enfin, je veux dire... c'est moi qui fais venir ces personnes, et ces personnes qui ont décidé de venir à moi, donc de ne pas être influencées par la propagande. Mais je pense que c'est grâce à j'ai envie de dire, c'est grâce à ce que produit l'humanité de positif lorsqu'elle n'est pas soumise à la propagande et à la pensée unique. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous en fait? Nous parlons de la fraternité, de l'amour.
parlons de l'essence même de la vie personnelle et de la vie collective, l'amour, le lien. Ça fait bientôt un demi-siècle qu'on s'aime, S apostrophe A-I-M-E, et qu'on s'aime en un mot, S-E accent grave M-E. Les personnes qui viennent me voir et moi, qui va aujourd'hui mettre en cause cette relation? À part les gens qui me suivent et suivent mon travail et moi, qui peut mettre en cause cet amour, cette relation qu'il y a entre nous? Personne. On peut se fâcher entre nous. Je veux dire, demain, je peux me fâcher avec les gens qui m'aiment. Ils peuvent se fâcher avec moi. Ils peuvent dire, ah non, la Francis, non, ton dernier album, il me plaît pas, ou ton dernier livre me plaît pas. J'aimerais bien que tu refasses des choses comme tu faisais avant. Ah oui, mais moi, j'aime bien évoluer, j'aime bien faire d'autres choses. Ah oui, mais ça m'emmerde parce que moi, j'aime bien ça. On peut. Bien sûr, on peut avoir des avis différents. Avoir des avis différents, on peut s'engueuler comme tous les gens qui s'aiment, hein, comme dirait William Scheller. Hein. Mais on ne peut pas nous séparer. C'est pas possible. Parce que ça fait trop longtemps qu'on s'aime. Ça fait trop longtemps qu'on partage des moments ensemble. Donc je pense que c'est très important, en tout cas, que on ne fasse pas reposer notre relation sur la société médiatique, mais sur tout simplement le lien d'amour qui s'est établi entre les êtres. Oui, entre des personnes qui suivent mon travail et moi. Eh bien, Francis, on te suit vraiment avec plaisir. Et je sais aussi que tu es un homme engagé politiquement et tu es aussi pour la planète. Et je voulais te dire un petit mot, nous, à TV Wallonie, on est très engagés au niveau de la planète et aussi pour la protection animale. Et je sais que tu es aussi engagé là-dedans. C'est très important, le respect du vivant. C'est-à-dire que, pour moi, d'ailleurs, je le dis dans un de mes poèmes que je vais probablement dire ce soir, il nous faut respecter tout ce qui est vivant. Les animaux, bien sûr, les insectes, les plantes, et les trois éléments qu'on oublie trop souvent, la terre, l'air et l'eau, qui sont choses vivantes, et dont il faut doser nos envies d'en user au lieu d'en disposer juste pour s'amuser. Ça, c'est un extrait d'un de mes textes. Et je crois que le respect du vivant, c'est vraiment ce qui est en train de disparaître aujourd'hui de la conscience collective, parce que on a voulu transformer l'humanité en machine à consommer, et qu'on a beaucoup donné à consommer de la vie sans la respecter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très important de rappeler ce que doit être le respect du vivant. Et d'ailleurs, je serai à vos côtés pour toutes les actions que vous mènerez. Vous le savez, hein, je crois, il y a cette première manifestation qui doit avoir lieu. Animals Day. Animals Day, je serai présent. Oh, mais ce sera avec plaisir qu'on va t'accueillir. Hein. Il y aura aussi je crois que c'est au mois d'octobre. Oui, la pose d'un monument, justement, pour célébrer le vivant, les animaux. Et nous sommes en collaboration avec la commune de Chaudfontaine, qui va nous offrir un espace dédié vraiment à ça. Et on sera très heureux, bien sûr, de t'avoir aussi. Et d'ailleurs, il faut remercier cette commune et les personnes qui sont, j'allais dire, en charge de cette commune, parce que c'est pas tout le monde, hein, aujourd'hui, qui est capable de reconnaître le vivant sous toutes ses formes, comme étant, comme devant être reconnu, respecté, honoré. Hein. Donc voilà. Moi, je me rappelle avoir un jour participé à une action organisée par Sea Shepherd et Paul Watson, qui est un ami. Et on avait donc, on s'était rendu à Paris, à l'ambassade du Danemark. On avait balancé des seaux de peinture rouge sur les murs pour figurer le sang des globicéphales massacrés dans les îles Féroé. Et on avait même déposé le corps, enfin je l'avais fait moi-même ça, j'avais déposé le corps d'un bébé globicéphale mort, assassiné donc aux îles Féroé, par la population de barbares qui s'en prennent à ces animaux régulièrement tous les ans au cours de fêtes barbares où on massacre ces animaux de manière totalement gratuite pour accomplir je ne sais quelle tradition. Et je l'avais déposé, ce corps défunt d'un globicéphale,
sur la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, au péril de ma santé physique. Oui, j'imagine. Et on avait fait cette opération justement pour essayer de, voilà, de conscientiser, quoi. Aussi, non? Oui, de trouver des images qui permettent à la population de prendre conscience de la violence de cette manifestation qui a lieu tous les ans aux îles Féroé, où même des enfants, voilà, avec une arme blanche, massacrent des dauphins et des globicéphales dans les eaux, de proximité des îles Féroé. C'est une sauvagerie sans nom. J'avais écrit d'ailleurs un texte à ce sujet qui commençait par une phrase de Shakespeare: il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Et j'avais donc fait tout un texte sur ce massacre récurrent et traditionnel. Non, il faut vraiment, c'est merveilleux ce que vous faites. Je suis très, très heureuse que tu le dises, que tu en prennes conscience et que tu vas nous aider à faire justement cet événement très, très, très important. Vous pourrez toujours compter sur moi pour ça. Parce que je pense que c'est vraiment un des combats les plus importants pour l'avenir de notre humanité. C'est que justement, un des moyens pour elle de redevenir humaine, c'est de prendre conscience de cette dérive inhumaine, hein, qui consiste à ne plus respecter le vivant. Le vivant, d'ailleurs, qui n'est pas... Pardon hein, de te couper. Non, je t'en prie. Le vivant, c'est un géranium, une salade, un brin d'herbe. Tout à fait, oui. On sent vraiment le passionné, Francis. Oui. Et tu communiques cette passion d'une façon admirable. Francis... toute la vie du monde est dans un brin d'herbe. Cette herbe, elle va nous accueillir quand on va se coucher dans elle. Mais on ne peut pas se coucher dans l'herbe comme si c'était sur un matelas. Vous voyez, on se couche dans l'herbe, c'est un acte d'amour, voilà, qu'on va vivre et on s'adresse à elle quand on se couche sur l'herbe. On lui donne aussi notre amour, le plaisir qu'on partage avec elle à mélanger nos fluides, à nous rencontrer voilà, dans le repos qu'on va prendre en se couchant sur l'herbe. Mais je pense qu'il faut conscientiser tous ces actes. L'acte qui nous met en relation avec le vivant, ça ne peut pas être un acte banal, jamais, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Oui, on va consommer des aliments. On va consommer une pomme c'est un être vivant. Tout est vivant, mais dans l'acte de consommer une pomme, il y a tout l'amour qu'on a pour la pomme, pour le pommier qui l'a fourni, pour le créateur qui nous a permis de nous nourrir. Enfin, cet acte-là, on ne peut pas s'adonner à une sorte de consommation de la nature, comme si tout ça n'avait pas d'importance et comme si un être inanimé n'avait pas de vie en lui-même. Il ne faut pas penser que la vie, c'est exclusivement être humain. Tout à fait. Francis, tu as de multiples passions et je sais que tu es une bête de scène. Est-ce qu'on pourrait terminer cette interview, si tu es d'accord? J'ai toujours en tête, dans mon jeune temps, on est de la même génération, on se retrouvera. Est-ce que tu pourrais, a cappella, nous lancer quelques petites notes de on se retrouvera au sens propre et figuré? Alors, bon, là, je suis parti un petit peu pour savourer mon petit verre de cognac oui, et aller oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est peut-être. Non, mais si tu ne le sens pas. Une pipe liégeoise, qui, comme le dit Magritte, n'est pas une pipe. N'est pas une pipe, non. Okay. Alors, mais je peux commencer, oui, je peux fredonner, en tout cas. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais, je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas
Les chrysanthèmes, tu verras, On se retrouvera. Voilà, avec plaisir. Merci Francis. Merci à vous. Et un grand coucou au parrain de ma fille, hein, de ma dernière petite, hein, qui est Pierre Tenis, qui est un... Ah, c'est son parrain, Pierre. Oui, Pierre, Ah, hein, oui, nous connaissons très bien, Pierre. Oui. qui est mon ami depuis Mhm. toujours, mon frère d'âme, et le parrain de ma fille, et voilà, que j'embrasse très fort, parce que je sais qu'il doit être pas loin. Voilà. Merci Francis.